Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Je vous remercie de me poser cette question parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler espace. Ce que seuls les Français ne sachent pas, eux, ils regardent dans l'écran, ils voient l'émission, ils voient les applaudissements, etc. Quand on est dans le studio, quand on pénètre le studio, là, on comprend ce qui se passe. Et on comprend très très bien, et c'est vraiment intéressant, c'est la lutte des classes au niveau hertzien ou, appelons-le, à tous les niveaux du câblage. Pourquoi ? Parce que moi, je m'attendais, comme j'avais vu certaines émissions à Nouna, vous savez, quand il faisait face à Baba les présidentielles. Donc, vous aviez le candidat, l'un des candidats, le politique, et face à lui, il y avait divers interlocuteurs qui étaient sur un pupitre. Très intéressant. Là, il y avait le grand Mamamouchi Véran, qui était sur son siège, non pas éjectable, mais tournant, c'est intéressant. Il faisait tourner, non pas les tables, mais sa chaise. Il y a Baba, donc Cyril Hanouna, qui arrive. Alors, très intéressant, le chauffeur de salle. Vous applaudissez, vous n'applaudissez pas, vous ne rigolez pas, tout ça est très organisé. Bon, mais ça, c'est pas grave. L'intéressant, c'est que les interlocuteurs, et quand on arrive, moi, je m'attendais à être effectivement, vraiment, sinon je crois que je ne serais pas venu. Pour les raisons spatiales et une raison qui vous déstabilise, c'est qu'il nous met même pas au premier rang, au second rang, et donc vous êtes assis et vous vous levez, c'est-à-dire que quand c'est votre tour, vous devez vous lever avec votre micro. Donc vous êtes en tout cas déjà en état d'infériorité spatiale, et c'est très important sur un plateau de télévision, et j'en ai fait les plateaux de télévision, c'est-à-dire que vous avez déjà une espèce de déséquilibre. Voilà. Qui est, je ne sais pas s'il est voulu ou pas, peut-être pas, mais j'en fais pas. Mais ce qui est un constat, c'est que vous aviez quelqu'un qui était là, qui tournait face à ses interlocuteurs. Les interlocuteurs étaient comme le public. C'est-à-dire, voilà, le roi et les gueux, ou les manants, voilà, les manants qui sont là. Ah, monsieur, levez-vous, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Et là, évidemment, après, arrive le second stade. Et le second stade, c'est effectivement comment on traite l'information. Et là, il faut parler d'information, vous enlevez mation et vous laissez faux. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. C'est que vous arrivez, moi j'avais effectivement étudié mon dossier et j'avais vu, et c'est vraiment intéressant, c'est que Olivier Véran, mais il n'est pas le seul, hein, à droite, à gauche, partout, on dit le politique est un menteur. Non, le politique n'est pas forcément un menteur, mais lui, c'est un cas d'école. C'est chimiquement pur. Il sera dans les talons de Saint-Cloud. C'est-à-dire que depuis 3 ans de la gestion Covid, il a menti, je ne sais pas combien. C'est un menteur professionnel. Passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question que j'avais envie de lui poser, que je n'ai pas pu lui poser, c'est est-ce qu'il ment par goût, par vocation, par nécessité ou par idéologie? C'est intéressant de le développer parce que sur le masque, sur tout, il a tout, sur les médicaments, sur tout. Il a menti pratiquement sur tout. Mais très intelligemment, c'est-à-dire, vous savez, c'était Guy Debord, l'auteur de La Société du spectacle. Il disait, dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Et nous sommes absolument dans cette figure et dans cette situation. Et donc, il prend un tout petit peu de vrai, un tout petit peu de vraisemblable, il fait une salade russe, ou appelons-le comme on veut, et puis il la montre. Et qu'est-ce qui s'est passé, juste, c'est que je n'ai jamais pu poser une question.
Et c'est là où lui est arrivé en disant « Mais Berkoff, je vous connais, et il me parle de mes tweets il y a 3 ans, il me donne, et c'est intéressant, un ministre Wikipédia, j'ai regardé Wikipédia tout seul, bien sûr, il n'a pas de salariés qui travaillent pour lui, non, il découvre ça comme Christophe Colomb découvre l'Amérique, il arrive comme une espèce de vierge folle. Non, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez, ce qui est biaisé, et moi je m'en voulais, parce que je me suis retrouvé dans une espèce d'impasse où il fallait... Et j'avoue, je reconnais que tant de mauvaise foi et de stratégie très, très, très cynique et sans froid du mensonge, c'est vraiment indigné. Alors on m'a dit, ah, mais pourquoi tu n'as pas gardé ton sang-froid? Eh bien, je vais vous dire, je préfère être indigné et avoir le sang chaud devant ce genre de spectacle et ce genre de mensonges voulus, organisés, etc. Voilà, première impression en tout cas c'est ça. Donc, faut-il y aller ou pas? Moi, je me suis posé la question, quand je suis sorti, j'étais pas content, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment, c'était idiot d'être allé là. Mais quand j'ai vu, on a parlé les réactions de la twittosphère, des internautes, j'étais scié parce que les internautes, j'ai une approbation de 98%. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont trouvé que j'étais bon, c'est pas le problème du tout. Ils ont trouvé que l'autre était tellement faucheton et tellement faux cul, ils disaient mais vous ne pouvez rien faire. Donc, ils sont pas dupes. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour une raison très simple. C'est que je crois que vraiment, et c'est il y a des débats, mais la télévision est affaire d'émotion dans certains cas. C'est-à-dire qu'en 2 mots, et c'est pas spécialement on dit Hanouna ou pas Hanouna. Si vous voulez, il y a toute une série de gens qui disent on est là pour faire le spectacle. Et spectacle, ça veut bien dire spectacle. C'est pas par hasard qu'on parle de société du spectacle. Et ça veut dire cette phrase absolument assez immonde, faire le buzz. Buzz, un mot absolument... bon, enfin, loufoque, mais pourquoi pas? On fait le buzz. Ça c'est... Mais on fait le buzz pour buzzer qui? On peut se poser la question. Et donc, on fait dans l'émotion. On fait dans l'émotion et on fait dans l'affrontement. C'est pour ça que je répète ce que je vous disais par rapport à ça, quand Jean-Luc Godard, le cinéaste, quand on lui parlait c'est quoi l'objectivité à la télévision, il disait c'est 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Ça veut dire simplement qu'au sous un prétexte d'équilibre, on met en présence, et ça m'a toujours frappé, et ça m'a frappé pas de très bonne manière, quand vous avez les parents de la victime qui se retrouvent le lendemain du meurtre avec les parents du bourreau, et ça s'échange. Comme si le tout se vaut. Et le problème terrible, c'est comme s'il y avait égalité, comme s'il y avait égalité de traitement entre le criminel et la victime, entre le bourreau, et quelquefois inversion des rôles. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a aussi, il faut pas non plus généraliser, il y a à la radio ou à la télévision ou ailleurs, des moments où l'on peut vraiment débattre, ça existe, on l'a vu, où on laisse le temps. Mais c'est une question de temps. Si vous avez des choses en disant allez vite et foncez, parce que évidemment ça ne peut être que l'écume. Le débat par essence demande le temps. Sinon, c'est un affront verbal où on cherche, comme on l'appelle, la punchline, la bonne formule. Alors c'est très bien si vous avez la bonne formule, et pourquoi pas, c'est bien les formules. Moi, je ne déteste pas les formules, loin de là. Mais il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'argumentation. Et surtout, il est là le problème. Est-ce que je suis là, par exemple, pour débattre avec vous, parce qu'en tant que gens de bonne volonté, même si on n'est pas d'accord, on essaye d'en parler, de confronter nos arguments, et même fondamental de penser contre soi-même. On n'est pas, je n'arrive pas en disant « Ah mais moi j'ai raison, surtout, je suis le camp du bien et de la raison, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes soit un imbécile, soit un salaud, et il faut que je censure ». Ça, c'est la fausse discussion qui est terrible. Ou alors, effectivement, on discute, on va au fond des choses, on convainc ou on ne convainc pas, mais au moins quelque chose s'est échangé, et je crois que le public le sent, ça. Alors moi, je ne lis pas l'histoire de l'Arcom. Pour être tout à fait honnête, il faut être honnête dans cette histoire, l'histoire de l'Arcom, la mise en garde datait d'avant. Moi, je suis très honnête là-dessus. Ce n'est pas le débat avec Véran qui a déclenché l'Arcom. L'Arcom avait déclenché pour des interviews que j'avais eues sur l'Ukraine, avec Jacques Beau et puis avec d'autres personnes, et puis pour avoir reçu Renaud Camus, pour donner les choses. Donc, c'était avant. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que effectivement, c'est une vraie discussion. Il dit, bah oui, vous donnez à des personnes, alors j'ai envie de dire, et d'ailleurs, je leur ai dit,
en toute bonne foi, j'ai dit, écoutez, vous me dites ça, très bien. Sauf qu'il y a, et je ne vais pas nommer, des chaînes en continu, des chaînes d'information en continu, qui passent leur temps à n'avoir qu'une seule voix, où vous avez des émissions entières, notamment sur le narratif ukrainien, où vous avez des généraux de plateau qui n'ont qu'un seul objectif, qui disent que d'un côté, Poutine est cancéreux, sénile, unijambiste et n'a plus que 2 heures à vivre, et puis le reste, voilà, c'est Poutine, Hitler, Zelensky, Churchill. Et mon problème n'est pas sur le fond. Le problème, c'est que où est la contradiction? Sur le narratif Covid, il y avait un peu partout, enfin dans un certain nombre de médias, les médecins de plateau qui vous expliquaient tous pratiquement le même discours. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai participé à des débats et c'était tout juste si on ne me dit pas, oui attendez, Berkoff ça va, mais attention, les complots, c'est parce qu'on ne dit plus maintenant réac ou fasciste, on dit complotiste. Et qu'est-ce que c'est que le complotiste? C'est la béquille du comploteur. Quand moi je suis vraiment un comploteur, puisque l'autre me gêne, je vais l'appeler complotiste. C'est plus facile, ça mange pas de pain, et comme ça on clôt la discussion. Et il est là le problème. Il est donc, encore une fois, c'est pas, moi je mets pas en cause l'ARCOM ou pas l'ARCOM, c'est que si on essaye de vous limiter, si on essaye de vous censurer, si on essaye de vous bâillonner, parce que vous avez un avis différent, pardon, on parle de démocratie et on parle de liberté d'expression, les 2 mamelles de la France. Ah bon, c'était labourage et pâturage. Aujourd'hui, le labourage est chinois et le pâturage est espagnol. Mais de quoi on parle? Donc, si je peux avoir, avec des arguments, une opinion dissidente, ben, laissez-la. Laissez au public, laissez aux spectateurs, laissez aux lecteurs le soin de faire de trier le bon grain de livret. Et donc, c'est là le problème, que ce soit pour vous, pour telle personnalité, telle personne et tout. À partir du moment où vous dites, et d'ailleurs on l'a vu pour le Covid, et vous le savez bien, on sait très bien que si on osait dire que 2 doses, tous vaccinés, tous protégés, si on osait dire qu'on ne sait pas si le vaccin empêche la transmission et la contamination, ben on était vraiment à la droite des plus grands Illuminati de la planète, etc., etc. 2 narratifs, 3 narratifs qui se sont effondrés. Et qui sont en train de s'effondrer, on le voit de plus en plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais vous savez, c'est pas nouveau, hein. À partir du moment où le pouvoir, tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, la première chose, et là j'arrive au fond du problème, et qui est un problème permanent, et c'est pour ça qu'on a besoin de contre-pouvoirs. Le pouvoir est persuadé, et je crois qu'ils sont sincères, certains sont peut-être des vendus, mais d'autres très sincères, nous sommes le camp du bien. Comme nous sommes le camp du bien, nous savons mieux que vous ce qui est beau pour vous. Vous savez, comme on dit aux enfants de 3 ans, mais quand on a 3 à 4 ans, on comprend que papa et maman nous disent ça. Mais après, quand on grandit, on peut peut-être avoir notre libre arbitre. Et non. Écoutez, on va s'occuper de vous, on va vous nourrir, on va pas vous laisser mourir, mais ne nous emmerdez pas. Laissez-nous, nous, on sait comment gouverner, on sait ce qui est bon pour la planète, on sait ce qui est bon même pour vous, donc foutez-nous la paix. Donc, quand il commence à y avoir des voix qui disent « oui, mais attendez, c'est pas sûr que ça se passe comme ça », si vous dites que, et vous amenez des personnes qui disent « mais attends, ça c'est peut-être pas comme ça que ça se passe », ah non, vous n'allez pas commencer à mettre en cause notre parole. Enfin, c'est quoi, qui êtes-vous? Voilà, c'est vieux comme le monde. On peut poser la question, encore une fois, moi, quand on me dit, écoutez, vous avez... Et pourquoi alors? Et je suis allé plus loin, enfin, en leur expliquant, il dit, mais oui, mais enfin, Berkoff, vous pourriez faire des débats, bon, vous amenez Renaud Camus ou Jacques Beau ou X ou Y, mais vous devez leur opposer quelqu'un en débat. Et je leur réponds une chose très simple. Je vais vous dire pourquoi je le fais pas. Et ici, ça m'arrive de le faire. Parce que les Jacques Beau, les Renaud Camus et beaucoup d'autres, où ont-ils accès aux médias mainstream? Ils sont boycottés par 90% des médias, que ce soit la radio, la télévision, etc. Eh bien, écoutez, d'abord, mon émission n'est pas tout Sud Radio. Il faut prendre une radio. Sud Radio accueille tout le monde, dans toute liberté, des gens extrêmement divers. L'émission d'André Berkoff, c'est 12h30 à 14h. Alors, vous n'allez pas dire que cette émission-là, ah ben attention, on ne peut pas accepter ça. Attendez, moi, je compense en amenant des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas la parole, ou qui ont
très peu la parole. Donc, je leur donne la parole parce qu'ils ont des choses à dire. Des généticiens, enfin des gens que vous connaissez, puisque vous recevez aussi pas mal de gens comme ça. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Oui, je le dis, moi je compense, parce que ces gens-là sont dans l'omerta, dans les 3/4, sinon les 4/5 des médias qui nous occupent. Donc, au moins qu'il y ait des gens, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui écoutent ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui ont des choses à dire. Et j'ajoute que, vous savez, les Français, ils nous le montrent. Moi, quand je me balade, franchement, j'ai des décennies de journalistes derrière moi, j'ai 50 ans de journalistes derrière moi. Ce que je n'ai jamais connu, je le dis vraiment à sincérité, qui me touche profondément, c'est que j'ai connu, oui, on vous a vu à la télé, on vous connaît, écrivain, tout ça, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau, on vous a vu à la télé, on vous a lu, etc. Mais vous êtes notre bouffée d'oxygène. Heureusement, ne lâchez rien. Ça, je vous assure, depuis 4-5 ans, j'ai ça tout le temps. Et je suis touché et étonné, et ça m'empêche, ça m'oblige au contraire, et ça m'engage. Moi, je suis arrivé dans le journalisme au moment de Gaulle. De Gaulle, alors il y avait, le paradoxe était là, la télévision était plus... L'ORTF, vous savez, la ligne rouge entre Alain Peyrefitte, ministre de l'Information, et la direction de la télévision. Donc, effectivement, comme disait Pompidou, la télévision, c'est la voix de la France. Donc là... Mais la presse écrite était beaucoup plus diverse qu'aujourd'hui. La presse écrite, enfin, moi j'ai commencé avec l'Express de François Giroud, de Jean-Germain Schreiber, de Claude Imbert, etc. D'abord, quelques pointures qui n'étaient pas inintéressantes, et je ne parle pas de Cotta, Michel Cotta, Catherine Ney, tout ça, ce sont des gens que j'ai côtoyés quand j'avais 20-25 ans, et on y allait. Et puis il y avait de tout. Il y avait vraiment les gaullistes, les anti-gaullistes, et on y allait. Et je rappelle qu'il y avait Harakiri, Charlie Hebdo, qui était beaucoup plus encore déchaîné, et qu'il y avait aussi, alors là c'est plus tard dans les années 80, même dans le service public, il y avait Michel Pollack et Droit de réponse, et il faut aller voir ce que c'était. Et moi-même, j'ai eu une émission à France 3, pendant 5 ans, j'ai fait 500 émissions, ça s'appelait Français si vous parliez. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire les 3/4 des sujets que je traitais dans la journée à France 3. Donc, effectivement, il y a eu un resserrement, incontestablement, depuis déjà des années, de la liberté d'expression. Alors, est-ce que c'est le resserrement autour de 7 milliardaires qui possèdent toute la presse, la radio et la télé? Est-ce que c'est le service public aussi qui, en fait, restait un peu au RTF? Il faut le dire, en tout cas, oui, redevenu au RTF, après quelques années de liberté. Tout ça, qu'est-ce qui joue? C'est en tout cas quelque chose de très intéressant de voir. Et puis, alors, vous savez, il y a quelque chose, on parle de François. Il faut se rappeler quand même, et c'est toujours bon d'évoquer Pierre Lazareff. Quand Pierre Lazareff, à l'exemple, c'était François Papier, tirait 1 300 000 exemplaires jour, vendait à un moment dans les années 70, et c'était pas subventionné. 1 270 000, bon. Et qui il envoyait? Il envoyait Joseph Kessel, en Afghanistan. Il a envoyé Blaise Sandrard sur le Transsibérien. Il a envoyé Pierre Schoenderfer en Indochine. Il a envoyé Roger Vaillant. Il a envoyé Romain Gary, etc., etc., etc. Et il les a envoyés 3 semaines, 1 mois, etc. Il disait, allez, vas-y, rapporte-nous des choses. Aujourd'hui, l'économie, attention, sont arrivés les contrôleurs de gestion. Très bien, les contrôleurs de gestion. Mais il faut aussi avoir des journalistes à côté. Quand il dit coup de coco, oui, ton enquête très bien, mais au bout de 24 heures, ça va pas, tu m'as rien rapporté, là. Je crois que je vais te laisser pendant 3 semaines de vacances. Donc, il y a eu ça, d'un côté. Donc, le côté, l'économie. Compenser aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que les subventions que reçoivent les journaux. Mais si vous n'avez rien dedans, si vous avez, oui, des éditorialistes, des stylistes, mais où est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est l'enquête. Et pourquoi ce qui marche aujourd'hui dans le papier, c'est le livre. Le reste est sur les réseaux sociaux, on en parlera. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux permettent encore plus de liberté. Et certains ont les moyens, effectivement, d'aller loin, ou alors de recueillir le témoignage des gens qui travaillent. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui enquêtent et qui vont voir, et qui savent ce dont ils parlent. On revient toujours à ça. Donc, moi, j'ai vu vraiment une évolution très forte, si vous voulez, mais comme toujours, du mal naît un bien, du bien naît un mal. C'est-à-dire qu'il y a eu incontestablement régression de la liberté d'opinion. Ça, c'est de la liberté, en tout cas d'expression, pardon. Ça, c'est sûr, dans un certain nombre de médias. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pour
Une caricature, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur boulot. Je déteste les généralisations. Faut pas dire, ah, la presse, c'est foutu. C'est pas vrai. Mais regardez bien quand vous allez à la télévision. Je dis ça à vos spectateurs. Regardez le coup. S'il y a des rougeurs, c'est qu'il vient d'enlever son collier. Donc, il faut faire attention. Quand il y a un collier, il y a une laisse. Et quand il y a une laisse, on laisse la laisse un peu longue, mais quand il va trop loin pour gambader, on dit, oh, reviens. Et puis d'autres qui font vraiment leur boulot, qui font un boulot de fond, on a vu. Et regardez, comme par hasard, c'est très intéressant. Quand Laurent Oberton fait La France, Orange Mécanique, c'est un travail de journaliste, ça. C'est pas un travail d'écrivain, c'est très bien. Mais il a fait ce que un journaliste pourrait faire, c'est consulter la presse, toute la presse régionale de France et de Navarre, pendant 2 jours en disant qu'est-ce qu'il y a eu comme fait divers. C'est rien. Et il faut le faire. Quand la personne qui a fait les EHPAD, les fossoyeurs sur les EHPAD, il a fait une enquête. Mais il l'a publiée dans un livre et pas dans un journal. Et ça, c'est très intéressant que vous avez le livre d'un côté et les réseaux sociaux de l'autre. Les réseaux sociaux, parce que ça reste un territoire. Il y a le meilleur et le pire, bien sûr, il y a des conneries invraisemblables, mais il y a des formidables aires de liberté et d'enquête dans les réseaux sociaux. Donc, voilà l'évolution. Tous les journaux disent la même chose parce qu'encore une fois, ils sont possédés par les mêmes personnes. L'autre point, c'est l'économie. On en a parlé parce que le modèle économique est devenu très contraignant. Troisième, ce que vous avez évoqué, alors là, c'est très intéressant parce qu'au fond, on avait avant une information de haut en bas. C'est-à-dire que le public recevait l'information, qu'elle soit la presse, qu'elle soit la radio, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'était que Radio Londres, hein? C'était, Radio Londres et tous les... Bon. Mais aujourd'hui, il y a une chose intéressante, c'est que tout le monde, à un moment donné, peut se sortir journaliste. Et c'est quelque chose d'intéressant. Alors, bon journaliste, mauvais journaliste, passant n'importe quoi, etc. On parle des influenceurs, on parle de TikTok, on parle d'Instagram, etc. Alors on dit, oui, mais c'est tout et n'importe quoi. Oui, mais de ce tout et n'importe quoi ressort un grand enseignement, c'est l'enseignement de la transversalité. Ce n'est plus la verticalité qui joue, c'est je ne dirais même pas l'horizontalité, mais la capillarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'assiste, disons, Pékin, lambda, ou j'assiste à quelque chose, eh bien, je peux le transmettre, je peux le poster tout de suite. À François, je peux le poster ailleurs, je l'envoie. Après, vous en faites ce que vous voulez, je l'envoie. Moi, spécialiste, je suis ingénieur, je suis géologue, je suis etc. Je le poste aussi. Et quelqu'un, vous, moi, d'autres, va l'attraper, va le dire, ah tiens, et vous, ça veut dire, tiens, cette personne, moi je vois, très sincèrement aujourd'hui, chaque matin, je suis sur Internet et je regarde. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout, mais d'autres choses, je dis, tiens, qui a fait ça? Et je regarde et j'essaie de remonter la source. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'il fallait, pour que le public envoyait la lettre aux journaux, la lettre, ça passait, ça ne passait pas, la radio, on recevait, on s'en fichait. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ça. Et si vous voulez, donc, vous avez des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents ou pas, mais quand même, ils sont plus informés, on ne la fait plus de la même façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez plus le monopole de l'information. Vous avez des informés et vous n'avez plus le monopole de l'information parce que vous ne pouvez plus choisir et dire « Ah, mais moi, l'information que je vais envoyer, c'est celle-là. » Le reste, c'est circuler et rien à voir. Pour moi, les fact-checking, j'allais dire, ce sont des fart-checkings. Pour ceux qui comprendront l'anglais, ils voient très bien ce que veut dire. C'est du vent. C'est du vent pour une raison extrêmement simple. C'est que sur les réseaux sociaux, chacun, en tout cas, il y a suffisamment de gens pour fact-checker les autres, parce que je remarque que quand vous avez une information vous avez toujours quelqu'un qui dit « Attendez, non, ça c'est pas vrai du tout ». Mais que quelqu'un devienne fact-checker professionnel, on l'a vu, c'est quoi? C'est une espèce, c'est les bullshit jobs dont parlait David Graeber. C'est-à-dire ces jobs à la con, c'est-à-dire que en plus ils sont idéologisés, mais en quoi? Mais au nom de quoi tu es fact-checker? Qu'est-ce que tu connais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis fact-checker surtout. C'est grotesque. Vous pouvez pas fact-checker le virologue ou l'épidémiologiste si vous n'êtes pas vous-même épidémiologiste ou virologue. Le problème, c'est que c'est pour ça, c'est Tartuffe fait du fact-checking, c'est l'idéologie. Derrière, vous avez remarqué que quand on fact-check un certain nombre de gens et on fact-check pas d'autres choses. C'est ma réalité. Et en fait, le vrai truc du fact-checking, comme les autres, en fait, c'est les mêmes, c'est que c'est pas la réalité qui nous importe. La réalité, on s'en fout.
c'est notre perception de la réalité qui nous importe et que nous allons imprimer aux autres. C'est ça le problème. On s'en fout du réel. Le réel frappe à la porte. Bah écoutez, on va fermer portes et fenêtres. Non, mais vous vous occupez pas de ça. Théorie de l'autruche. Nous, c'est notre perception. Regardez notre perception. Et ceux qui frappent à la porte, écoutez, allez voir ailleurs, ne nous emmerdez pas. C'est ça le problème. Et le problème du fact-checking, enfin, ce qu'on appelle le fact-checking et autres, c'est encore une fois, fact-checker quoi et qui? À partir du moment où on voit très très bien que vous choisissez la ligne des gens que vous fact-checkez et pas d'autres, ça veut dire que vous êtes aussi idéologue et vous appartenez à un camp comme les autres appartiennent à un camp. Donc, ne nous racontez pas d'histoire. C'est encore une fois une tartufferie, une hypocrisie grandiose. Non mais vous savez, juste un mot quand même, hein, il faut se rappeler, vraiment, moi, c'est devenu un cliché. Enfin, tout ça, le chimiquement pur, c'est l'affaire Dreyfus. Quand Zola écrit « J'accuse », une enquête Zola, il va voir tout le monde, il dit « J'accuse ce salaud qui a, voilà, trompé l'armée française ». Or, il faut se rappeler, c'est exactement la même chose. Vous avez à la virgule près, donc Zola, oui, mais attendez, il était parti en étant persuadé que Dreyfus était coupable. Regarde, il prend son temps, regardez-moi, mais attendez, ça va pas, mais non, il y a un faux là, Esterhazy. Et qu'est-ce qu'on dit? Vous atteignez le moral de l'armée française. C'était pour voilà. Eh bien, c'est là, ça peut s'appliquer à tous les exemples qu'on voit. Attention, atteint au moral de l'armée. Aujourd'hui, on appelle ça complotiste. Donc, c'est le vieux truc. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Vieux proverbe. Ah, beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup plus quand, par exemple, un chauffeur de taxi, j'ai eu ça 4 fois, 5 fois, j'ai pas eu 10 fois, mais qui m'accompagne, par exemple, et qui me dit « Non, vous payez pas, je suis content de vous avoir eu, vous payerez la prochaine fois. » Je dis « Attendez, je suis très gêné, attendez, vous travaillez, je travaille, c'est pas facile en ce moment. » Non, vous êtes notre bouffée d'oxygène. Ça veut dire que je me dis, voilà, donc, voilà, on ne travaille pas pour rien. On ne fait pas les choses pour rien. En tout cas, c'est ce que j'essaye, et en tout cas, c'est la réaction que j'ai chez beaucoup de gens. Donc après, les compliments ou pas les compliments, c'est pas très grave, ça. Franchement, chacun, vous savez, moi, je juge pas, je condamne pas, chacun ses limites, et encore une fois, j'ai femme et enfant, dit l'un, j'ai mari et enfant, dit l'autre, et il faut bien vivre. Mais ça me rappelle toujours cette phrase merveilleuse d'un secrétaire de Jean-Paul Sartre qui s'appelait Jacques-Laurent Bost. Un jour, il a écrit « J'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche. Il faut bien vivre. Mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. » Voilà. Chacun choisit son curseur. Mais c'est pas... Il n'y a pas de jugement moral ou condamnation à avoir. Bon, écoutez, moi, ma performance n'était pas bonne. Je veux dire, ma performance... Elle était, je dirais, non pas inexistante. Vous savez ce que moi je n'ai opposé que mon indignation, parce que quand j'ai vu que face à moi j'avais quelqu'un, encore une fois je répète, mentor professionnel, qui se disait « Ah mais Bercoq, je vous connais, je suis allé voir Wikipédia », et il a dit cette phrase formidable. Et au fond, c'est un compliment. Il a dit, personne n'a retenu ça, mais et d'ailleurs je ne m'en rappelais pas, mais quand j'ai vu, il a dit, vous savez, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Tout était dit. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Donc vous êtes, soit pour lui, ça veut dire un perdant, soit surtout non. Mon narratif qui est le bon, vous n'êtes pas du côté de mon narratif. Eh bien moi, je considère que n'étant pas du mauvais côté de l'histoire de Véran, c'est un grand compliment. Le mot de la fin, c'est vraiment continuons, ne lâchons rien. Si vous avez la conviction d'être cohérent, de ne pas surtout, parce que moi ce que je déteste, c'est les 2 poids de mesure, parce que ces 2 poids de mesure, c'est ce qui fait le plus mal, enfin le plus mal aux gens en général, et ce que je déteste aussi, c'est l'incohérence. Le fait ce que je dis et pas ce que je fais. Donc continuons.